Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous ne voyons pas forcément quand nous programmons, mais par contre qui est derrière chacun de nos programmes, c'est la mémoire de l'ordinateur. Alors la mémoire, pour faire un parallèle avec la mémoire que nous connaissons, eh bien la mémoire, c'est ce qui nous permet à nous de nous remémorer nos souvenirs, de savoir ce qui s'est passé. On peut chercher dans notre mémoire, quand par exemple on a à programmer, qu'on a à mettre une structure en place, on essaie de se remémorer comment s'écrit cette structure. Eh bien c'est exactement la même chose au niveau de l'informatique et de la programmation. On va utiliser la mémoire de l'ordinateur quand il va s'agir de stocker temporairement des données que l'on ne veut pas perdre et que l'on veut pouvoir récupérer. Il est intéressant en fait de savoir comment fonctionne la mémoire, puisqu'on va voir que savoir connaître ce fonctionnement va nous permettre d'optimiser les traitements que l'on a à faire. Et ça va nous permettre aussi de faire certains choix et de gagner du temps dans certains traitements. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec cette vidéo, l'analyse de la mémoire, la comprendre en fait pour écrire des programmes beaucoup plus optimisés. Et donc on va partir depuis le début et on va essayer de se représenter la mémoire, à quoi ça ressemble et comment on l'utilise. Si je devais représenter la mémoire, en fait, je me retrouverais certainement avec quelque chose qui ressemblerait à une grande étagère. Une grande étagère qui a plusieurs étagères et qui a une façon d'adresser ces étagères, c'est-à-dire que je peux identifier de façon unique chacune des étagères. L'étagère qui se trouve à l'adresse 004 par exemple, eh bien ça va être celle-ci, et elle va avoir un certain contenu. Ok, donc ça veut dire que je peux mettre des choses sur ces étagères, et je peux les récupérer facilement en stockant quelque part l'adresse de cette étagère. Ok, donc à quel moment est-ce que moi, en tant que développeur, en tant que programmeur, je vais utiliser la mémoire ? En fait, à chaque fois que je vais mettre quelque chose dans une variable que je veux stocker. Par exemple, ici, j'ai ouvert idle qui va me permettre de faire quelque chose en Python. Je vais mettre 5 dans la variable a, et je m'attends que quand je refasse appel à la variable a, eh bien en fait, il est associé ce 5 à ce a. Comment est-ce que ça marche derrière côté mémoire ? Eh bien en fait, ce 5 va simplement être stocké dans la mémoire. Du coup, je vais appeler mon étagère, et je vais essayer de trouver une étagère de libre. Alors pourquoi est-ce que toutes les étagères ne sont pas libres au début de mon programme ? Tout simplement parce que la mémoire de l'ordinateur est partagée entre tous les programmes qui tournent sur l'ordinateur. Votre système d'exploitation, par exemple, va utiliser des zones mémoire. Donc du coup, toutes ces zones-là, que je vais mettre en gris foncé, ne seront plus accessibles. Vous avez peut-être d'autres programmes qui tournent aussi sur l'ordinateur, et donc celles-là vont aussi prendre de la mémoire. Et donc en fait, toutes les cases mémoire ne seront pas plus disponibles. Ok, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre ma variable a ? Eh bien en fait, il va chercher une étagère de libre dans la mémoire. Alors là, il en a trouvé une à l'adresse 3, dans laquelle il va stocker 5. Et ce que je vais lui demander aussi, c'est que ce 5, je veux pouvoir le récupérer, et donc je veux avoir une variable a, tout simplement. Et cette variable a, je veux, en fait, qu'elle pointe directement sur le 5 que j'ai mis ici. Voilà. Ça veut dire en fait que ma variable a va pointer sur la zone mémoire 003 et va me permettre de récupérer la valeur 5. Si dans le même idle, eh bien tout simplement, je fais maintenant b égale 3, alors on voit que la variable de a est toujours encore à 5, mais maintenant la variable de b est à 3. Et bien cette deuxième variable va subir exactement le même mécanisme. Je vais simplement déclarer une variable b. Je vais chercher une zone mémoire non occupée, donc là, en 3 maintenant je suis occupé par a, et je vais stocker en 5 par exemple la valeur 3, et je vais simplement faire pointer ma variable b sur la zone qui contient maintenant le 3. Donc voilà, au fur et à mesure, la mémoire va se remplir. Alors la mémoire va se remplir, effectivement, avec l'équipement que l'on a actuellement, avec les ordinateurs que l'on a en 2022, eh bien en fait, on pourrait croire que la mémoire est largement assez grande pour pouvoir y stocker n'importe quoi. Eh bien on va se rendre compte que on arrive assez rapidement quand même à saturer la mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cases disponibles, même avec quelques petites lignes de code. Donc là, on a bien vu que on est en train d'utiliser la mémoire petit à petit. La mémoire étant une étagère très très grande, mais étant quand même une étagère finie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la mémoire peut être pleine,
Eh bien, en fait, en tant que bon développeur, on doit prendre en compte cet aspect-là et essayer de faire en sorte de ne pas saturer la mémoire. Déjà parce que la saturation de la mémoire va amener un plantage de notre programme, et puis en plus, même si on n'arrive pas au plantage, c'est-à-dire que même si on n'arrive pas à une saturation complète de la mémoire que l'on va utiliser ne sera plus disponible pour les autres programmes qui tournent en parallèle. Donc cet aspect mémoire, elle est très intéressante à gérer. Donc gardez bien en tête pour l'instant qu'à chaque fois que vous déclarez une variable, en fait, vous allez tout simplement utiliser une case de cette étagère. Donc naturellement, il y a des variables qui vont prendre plus de place que d'autres, hein. Je pense notamment aux structures tableau, aux structures liste, ou même si vous avez des objets un petit peu complexes. Pour l'instant, on va partir de variables vraiment simples qui vont juste stocker des entiers. Alors, le fonctionnement de la mémoire va nous amener des fois à des comportements un petit peu étranges. Par exemple, on va faire une toute petite fonction. On va donc décrire une fonction en fait qui va simplement faire une addition. Voilà. Elle va faire une addition, donc là je prends mon Python, elle va faire une addition entre deux nombres a et b, passés en paramètres, et je vais simplement dire que a est égal à b, est égal à a plus b, pardon. Voilà, fonction très simple, hein. Elle prend deux paramètres de type entier, ou réel, hein, peu importe, a et b, dans a elle met a plus b, et la fonction s'arrête là. Ok. Je suis ensuite dans mon programme principal et je vais dire que a est égal à 5, que b est égal à 3. Je vais faire l'addition de a et b. Ça veut dire que je vais faire l'addition de a contient 5, b contient 3. Et je vais en fait me retrouver, je vais afficher a. Et ici, je m'attendrai à retrouver la valeur 5 plus 3, 8. Ok. Programme très simple, hein. Donc, je lance mon programme. Python, s'appelle mémoire. A. Et le programme affiche 5. Alors 5, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Moi, j'espérais en fait lancer l'addition et que A devienne A plus B. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ça s'explique de nouveau par de la gestion mémoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, tout simplement, j'avais mon A, alors je ne sais plus si c'est les valeurs que j'avais définies, A était à 5, B était à 3, ok, mais ça c'était dans le programme principal. Donc on a notre programme principal, voilà, hop, mon programme principal avait A et B. À partir du moment où j'appelle une fonction, c'est-à-dire à partir du moment là je suis dans mon programme principal, là, j'appelle une fonction, et donc je vais me retrouver dans le corps de la fonction. À partir du moment où j'appelle une fonction, eh bien tout simplement, les valeurs a et b vont être sauvegardées, le contexte, on appelle le contexte va être sauvegardé. Donc les valeurs a et b du programme principal vont être sauvegardées. Ok? Et je vais déclarer deux nouvelles valeurs qui vont en fait être les valeurs de la fonction. Alors la fonction, elle utilise deux variables, hein, qui sont a et b, donc je vais déclarer en fait deux nouvelles valeurs. Je vais déclarer une valeur A, je vais déclarer une valeur B, voilà, pour la fonction, et ce sont des valeurs qui sont complètement différentes. Ça, c'est les valeurs de la fonction. Ok. Du coup, comment ça se passe? Du coup, si je continue à effectuer mon programme, on s'aperçoit que, effectivement, l'addition a deux paramètres qui sont A et B, et lors de l'appel, en fait, je les appelle avec A et B du programme principal. Donc du coup, il y a une recopie des données des valeurs des fonctions du programme principal dans les variables qui sont là pour la fonction. Donc le A de la fonction prend le 5 puisque je passe A en paramètre, et là, je passe le 3. Tiens, j'ai une flèche qui a disparu. Ok. Du coup, ça ce sont mes variables de la fonction, et même si elles ont le même nom, en fait, ce sont complètement d'autres variables par rapport aux variables de la fonction principale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ma fonction, je fais tout simplement a égale a plus b. Donc je calcule a plus b, ça fait 5 et 3, 8. 5 et 3, 8, et donc j'ai bien 8 dans le a de ma fonction. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ma fonction se termine.
tout simplement, donc j'ai plus de ligne, hein, j'ai qu'une seule instruction qui a été faite, ma fonction se termine, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien tout simplement, les variables locales sont supprimées, donc c'est-à-dire que tout ça est supprimé, décalé vers le haut, voilà, et que cet espace mémoire redevient libre. Et donc, l'addition, en fait, tout simplement, quand je vais revenir dans le programme principal, ce que je fais après l'addition, eh bien tout simplement, je vais print A, mais print A dans le programme principal, ça veut dire afficher 5. Et donc on a bien compris en fait ce qu'a fait l'ordinateur. Alors comment est-ce que je peux faire pour obtenir en fait le résultat de ma fonction dans le programme principal? En fait, cette méthode n'est pas la bonne, hein. On a bien vu qu'il existait l'instruction return, qui permettait de retourner la valeur d'une fonction, et donc l'addition cette fois-ci retourne une certaine somme, et donc quand j'affiche ma somme, voilà, cette fois-ci je vais bien avoir 8 dans ma somme. Donc en fait le mécanisme pour retourner une valeur, c'est la fonction return, hein. Ok, donc maintenant on commence à comprendre un petit peu que c'est la mémoire qui est derrière, qui gère en fait ce genre de problème que l'on peut rencontrer. Ok. Mais par contre, il y a une petite différence quand même. Là, ça n'a pas marché avec des données entières. Par contre, si j'ai déjà fait ça avec une liste, c'est-à-dire que je fais une liste qui contient par exemple 1, 2, 3, voilà, et que je fais ma fonction d'addition qui va prendre une liste et un entier n, et qui va simplement ajouter l'entier n à ma liste. Alors ça se fait tout simplement avec la fonction append, la fonction append-end. Je vais lancer l'addition sur ma liste et sur la valeur 5. Et je vais ensuite afficher ma liste. Donc, que fait maintenant ma fonction d'addition? En fait, elle va simplement ajouter un nouvel élément à ma liste. Elle contient déjà 1, 2, 3, et je vais juste y ajouter 5. J'ai passé ma liste en paramètres, j'ai passé mon 5 en paramètres, et je fais simplement un lappend dans la fonction. Ok. Donc là, on va simplement essayer de voir si je relance mon programme. Ah, cette fois-ci, le comportement est complètement autre. Cette fois-ci, le 5 a bien été ajouté. Donc ça veut dire que la liste que j'ai passée en paramètres, elle, en fait, eh bien, elle a été conservée. Alors d'où vient en fait la différence entre les deux? En fait, ça c'est une optimisation qui est faite directement par Python. Et on va l'expliquer en termes de mémoire. Donc, alors j'ai pas de... Je vais me faire un peu une case ici pour que je puisse stocker une liste. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai commencé par stocker une liste qui contenait les éléments 1, 2 et 3. Alors les éléments, comment se passe le stockage d'une liste? Eh bien tout simplement, ma liste va en fait pointer sur le premier élément de la liste. Tout simplement. Donc, quand je stocke 1, 2 et 3, qu'est-ce qui va se passer dans la mémoire? Ma liste qui contient 1, 2 et 3, eh bien je vais parcourir la mémoire et je vais essayer d'avoir 3 emplacements contigus dans la mémoire. Là, je les ai trouvés ici, et donc j'ai stocké sur 3 étagères de suite 1, 2 et 3. Et j'ai fait pointer directement ma liste vers 1, vers le premier élément de la liste. Ok. Alors, pour juste expliquer encore un petit peu, puisqu'on est en train de parler des listes et de leur stockage en mémoire, on sait aussi que quand on utilise la liste, on peut pointer vers le premier élément en prenant l'élément à l'indice 0 dans la liste L. On sait aussi que le deuxième élément, c'est l'élément d'indice 1, et le troisième élément, c'est l'élément d'indice 2. Ça perturbe beaucoup les gens qui commencent à développer, en se disant que depuis la maternelle, normalement, on compte à partir de 1, et quand on arrive au tableau, en fait, on recommence à compter à partir de 0. Alors d'où vient un petit peu cette bizarrerie? En fait, cette bizarrerie, elle vient de l'idée que, en fait, l'indice que vous donnez entre les crochets, c'est le nombre de décalages que l'on doit faire par rapport à la tête de liste. La tête de liste ici pointe sur l'élément 1, et bien en fait, vous n'avez aucun décalage pour avoir le premier élément. Donc en fait, vous faites L0. Et le deuxième élément, en fait, il se trouve en deuxième case, c'est-à-dire que quand vous partez de la tête de liste qui contient 1, vous devez faire un décalage pour arriver sur le 2. Quand vous voulez avoir le nombre 3, eh bien tout simplement, vous devez aller à la tête de liste et vous devez faire 2 décalages
1, 2, et je vais me retrouver sur le 3. Voilà un petit peu d'où vient l'indice et pourquoi est-ce qu'on compte de 0. En fait, ne voyez pas l'indice comme quoi on le compte, mais c'est le nombre de décalage par rapport à la tête de liste pour arriver au nombre que l'on cherche. Et si vous retenez ça, en fait, vous n'aurez plus jamais aucun problème pour vous souvenir que les indices de liste commencent à 0. Voilà, alors ce petit aparté fait, on ne sait toujours pas en fait pourquoi est-ce que notre fonction ne modifie la liste et n'a pas modifié avant les valeurs entières. Donc la liste en fait se trouve dans le programme principal. Ok. Au moment où on appelle la fonction, normalement, la liste devrait être dupliquée. Mais en fait, Python fait une optimisation à ce niveau-là. Il se dit qu'en fait, une liste, ou un élément, n'importe quel élément que Python appelle mutable, c'est-à-dire des éléments qui peuvent contenir plusieurs éléments, donc là on va retrouver les listes, on va retrouver les sets, on va retrouver les dictionnaires, ce genre de choses. Python se dit que si ma liste pouvait contenir, je sais pas, 3 millions d'éléments, ça prendrait du temps finalement de la dupliquer. Un entier, un caractère, ça se duplique facilement. Mais une chaîne de caractères ou une liste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et donc Python fait une optimisation, et en fait déclare simplement le L de la fonction, mais qui va en fait pointer sur exactement la même liste. Et donc, dans cet endroit-là, donc ça c'est une optimisation qui est faite, comme le L de la fonction pointe effectivement dans la même adresse mémoire que le L du programme principal, et bien quand vous allez modifier la liste dans la fonction, vous modifiez exactement la même liste dans le programme principal. Et c'est pour ça que vous avez une différence de comportement entre les types simples, donc entier, booléen, caractère, ce genre de choses, et les types plus complexes, les types mutables, que vous retrouvez dans les listes, les dictionnaires et les sets. C'est une optimisation pour éviter une recopie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà observé, et que l'on peut retrouver facilement. Si je prends un idle, par exemple, je vais me déclarer une liste qui contient 1, 2 et 3. 3 éléments. Ok. Maintenant, en fait, je vais me déclarer une liste 2 à laquelle je vais affecter L. L2, si je regarde bien, contient 1, 2 et 3. Et si maintenant, à L2, j'ajoute l'élément 4, donc j'ai bien L2 qui est égal à 1, 2, 3, 4. Ok? Donc ça, c'est exactement ce que je voulais. Mais si je regarde maintenant L, et bien dans L, j'ai aussi 1, 2, 3, 4. La même optimisation, elle est faite dans l'affectation. Si jamais vous avez une liste et que vous lui affectez une autre liste, en fait, vous ne copiez pas la première liste. Simplement, vous allez avoir deux listes, deux façons d'appeler la même liste. C'est comme si vous aviez un alias dessus. Vous avez deux façons d'appeler la même liste, et donc quand vous en modifiez une, vous modifiez l'autre. Et donc la seule façon de faire, c'est de dire que voilà, j'ai L qui est 1, 2, 3, 4, et j'ai L2, et là vous devez forcer la copie de L, c'est simplement dire que vous prenez la copie de L. Donc cette fois-ci, vous avez L2, s'il y a L2, j'ajoute la valeur 5, donc L2 vaut 1, 2, 3, 4, 5, et L vaut 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez qu'on retrouve le même comportement pour les listes. Alors que si jamais je suis sur quelque chose de simple, je mets A est égal à 5, donc A a bien la valeur 5, et je mets B est égal à A, on voit bien que B est égal à 5, et si je modifie B, je mets 3 dedans, et bien j'ai B qui est égal à 3, mais j'ai A qui est toujours encore égal à 5. Donc là, c'est exactement le même principe que ce que l'on vient de voir avec la fonction. Il y a une optimisation de la part de Python qui empêche la recopie d'une liste, parce qu'on estime qu'une liste, ça peut être très très long et que la recopie peut prendre du temps, et donc du coup, on utilise simplement deux variables qui vont appeler la même liste, que ce soit dans une fonction ou non. Et donc quand vous allez modifier une liste, vous allez aussi modifier l'autre. Ok. Alors, pourquoi, maintenant qu'on a compris un petit peu comment fonctionne la mémoire, on va voir un autre cas qui peut nous amener à des problèmes de saturation de mémoire. On avait déjà parlé des fonctions récursives, notamment quand on avait parlé des tours de Hanoï, on avait peut-être aussi parlé un peu de la fonction factorielle ou de la suite de Fibonacci. En fait, ce sont des fonctions qui se rappellent elles-mêmes. C'est le but de la récursivité. Mais on a vu aussi que, à chaque fois qu'on appelle une fonction, le contexte en est sauvegardé. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre juste la fonction factorielle
et d'expliquer un petit peu comment elle marche. Donc la fonction factorielle, hein, je vous le rappelle, c'est simplement que quand vous avez 4 factoriels, vous allez avoir la multiplication de tous les nombres jusqu'à 4. C'est-à-dire que vous allez faire 4 fois 3, fois 2, fois 1, et ainsi de suite. Enfin non, maintenant c'est fini. 4 fois 3 fois 1, donc 4 factoriels, c'est 24. Et donc, tout simplement, on s'était rendu compte que 4 factoriels, c'était en fait quoi? C'était en fait 4 fois, et si on regardait la suite, en fait, c'est le produit de tous les nombres jusqu'à 3. Donc en fait, c'était 4 fois 3 factoriels. Et 3 factoriels, bah c'est quoi 3 factoriels? C'est 3 fois 2 fois 1. Et donc en fait, on s'est rendu compte que 3 factoriels, c'était simplement 3 fois 2 factoriels, puisque 2 factoriels, c'est la multiplication de tous les nombres jusqu'à 2. Ok, et donc on peut déduire cette fonction factorielle par récursivité, en gardant simplement à l'esprit que 1 factoriel, c'est 1, et on va essayer de voir aussi comment de définir n factoriel récursivement, et bien c'est tout simplement n fois n-1 factoriel. Ok, donc à partir de ces deux règles, on va simplement créer notre fonction facto. Donc def facto, donc factoriel d'un certain nombre, hein. Donc là par exemple j'avais 4, donc si je veux factoriel de 4, je vais appeler facto avec le paramètre 4. Et je vais simplement écrire les deux règles que j'ai composées au-dessus, de dire par exemple, eh bien, si n est égal à 1, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je retourne la valeur 1, j'ai déjà terminé, puisque je sais que factoriel de 1, c'est 1. Sinon, eh bien qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien je vais retourner simplement n, donc le nombre. Factoriel 4, par exemple, c'était 4 fois factoriel 3, donc je retourne n fois n-1, et je fais la fonction facto dessus. Et j'ai déjà terminé. Donc avec ces deux règles-là, là avec la généralisation et le cas d'arrêt, je m'arrête quand j'arrive sur 1 factoriel, et sinon, en fait, je recherche les n-1 factoriels jusqu'à ce que j'arrive sur 1 et que j'arrête ma boucle. Donc voilà, ma fonction factorielle est écrite. Assez simple, en fait, on va juste la tester. On va juste faire un print de facto de 4, par exemple, et normalement, on devrait retomber sur les 24 que l'on a calculés plus tôt. Moi, j'ai gardé le même programme. Donc on a bien les 24 que l'on avait calculés plus tôt. Ok, ça marche. Très bien. Bah, facto de 4, maintenant, si on analyse, qu'est-ce que ça va faire? Alors, facto de 4, eh bien, la première fois, je vais, en fait, ma fonction factorielle, elle n'a qu'une seule variable. Elle utilise que la variable n. C'est la seule variable qu'elle utilise dans son programme. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, en fait, définir un n qui va être appelé lorsque j'ai appelé facto de 4. Ok. Ce n, pour l'instant, il contient 4. Ok. Par contre, ce que je vais faire, du coup, c'est que si je prends la valeur 4, eh bien 4 n'est pas égal à 1. Du coup, je vais me retrouver dans le sinon. Si 4 n'est pas égal à 1, je vais retourner 4 fois factoriel de n-1. Là, je suis n égale à 4, donc n-1 va être égal à 3. Donc je vais calculer facto de 3 et relancer la fonction. Mais la fonction facto de 3, elle va me redéclarer une variable n. Elle va me redéclarer une variable n qui va contenir, alors ça c'est l'appel de facto de 3, et ce n-là va contenir 3. Ok. Donc, facto de 3, qu'est-ce qui va se passer? N n'est toujours pas égal à 1, donc je vais passer dans le else, et je vais retourner 3 fois facto de n-1, n valant 3, et bien n-1 vaut 2, donc je vais retourner n moins facto de 2. Ok. Donc j'ai toujours encore un n, cette fois-ci je suis dans facto de 2. Et en fait, on comprend rapidement ce qui se passe. On comprend rapidement que, en utilisant une fonction récursive, en fait, les variables locales sont cumulées en mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, on garde toujours toutes les variables de toutes les occurrences qui ont déjà précédé dans la récursivité. Et donc, facto de 2, qu'est-ce que ça va faire? J'en arrive au stade final. Facto de 2, c'est toujours pas égal à 1. On va passer dans le sinon, et donc on va retourner 2 fois facto de n-1. n-1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1.
Donc on va calculer facto de 1. Et donc on va arriver ici à n, on va dans l'utilisation de facto de 1, et vous allez voir en fait que c'est aussi la sauvegarde de tous ces éléments-là qui vont justement nous permettre de revenir en arrière et de calculer facto de 4. Voilà. Donc j'en arrive à facto de 1, et cette fois-ci je suis sur quelque chose de terminal. Facto de 1, je sais que ça me retourne 1. Ok. Et bien à partir du moment où je retourne 1, donc je ne rappelle plus facto, donc je ne remonte plus le contexte, bah à partir du moment où j'ai mon 1, et bien dans facto de 2, je vais remonter 1, et je vais le multiplier par le 2 que j'avais gardé en mémoire. Et ça va faire en sorte que, alors facto de 1, de 1, ça me donne 1, facto de 2, ça me donne le 1 que j'ai récupéré de facto de 1, multiplié par le 2 que j'ai gardé de facto de 2 en mémoire. Et ça va donc me donner 2. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le facto de 2 qui est ici va être remonté à facto de 3, et utilisé avec l'élément n qui était stocké par facto de 3 pour faire la multiplication. Et je vais me retrouver avec 2 fois 3, facto de 3 va me retourner 6. C'est bien ça, hein, 3 fois 2, ça fait 6, fois 1, ça fait toujours 6. Facto de 3 va retourner la valeur 6, je vais faire en bleu, et va utiliser la valeur de n qui avait été stockée par facto de 4, la valeur 4, pour faire la multiplication. Et je vais me retrouver avec 6 fois 4, et je vais me retrouver avec 24. Et cette fois-ci, facto de 4 pourra retourner 24. Donc vous voyez en fait que la récursivité, elle va en fait sauvegarder toutes les variables locales à chaque fois qu'une variable a été rappelée. Alors c'est vrai exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour les variables simples que sont les entiers, les réels, les booléens. Si par contre vous transférez de nouveau une liste ou un dictionnaire dans une fonction récursive, là il n'y aura pas recopie par contre, hein. Le même mécanisme des listes va continuer à s'appliquer. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup de variables locales dans votre fonction récursive, eh bien ces variables locales vont être systématiquement sauvegardées dans le contexte pour qu'on puisse revenir dessus. Et là en fait vous voyez que c'est une des clés, cette sauvegarde est une des clés de la fonction récursive parce qu'en fait on s'appuie sur les résultats qui ont été sauvegardés lorsque l'on remonte dans la récursivité. Donc on a vraiment besoin de sauvegarder ces résultats-là. Et c'est pour ça en fait que la récursivité amène de temps en temps à des problèmes de mémoire. Tout simplement parce que quand la récursivité est trop profonde, on appelle une récursivité trop profonde une fonction qui s'appelle elle-même un grand nombre de fois, donc on est allé en profondeur de la fonction, et bien tout simplement, comme toutes les variables locales sont stockées, eh bien on peut saturer facilement la mémoire. Là, on a peu de risques parce qu'on est vraiment à stocker qu'un seul nombre, mais imaginez que je stocke, je ne sais pas, des dizaines ou des centaines de variables à chaque appel de la fonction, et bien en fait, ça va me ramener un gros problème de saturation de mémoire que je ne pourrai pas régler. Et donc mon programme va s'arrêter, va me dire que toute la mémoire a été utilisée, qu'il ne peut pas continuer, et donc j'aurai une erreur. Donc là, ça nous permet de voir en fait pourquoi la fonction récursive, de temps en temps, va s'arrêter et nous poser un problème de mémoire, tout simplement, puisqu'on a vu maintenant que les variables locales, elles étaient stockées systématiquement. Donc cette première impression sur la mémoire, en fait, démystifie un petit peu ce principe de mémoire. On sait que l'on utilise la mémoire, mais on ne sait jamais exactement comment est-ce qu'on l'utilise. Et pourtant, en tant que développeur, on l'utilise à chaque fois que l'on veut stocker une valeur, que ce soit une valeur simple, que ce soit une valeur tableau. On a vu aussi qu'il y avait des différences justement entre ces variables simples, donc les entiers, les réels, les booléens, et les variables qui pouvaient contenir plusieurs éléments comme les listes ou les tableaux. Donc ça c'est quelque chose où Python fait vraiment une distinction. Si vous êtes sur des langages comme C++ par exemple, c'est à vous de faire la distinction, mais cette notion, comme le Python gère lui les listes, en fait, c'est cette notion de pointeur que vous avez en C++ qui permet de mémoriser l'adresse mémoire à laquelle se trouve l'objet, et non, en fait, l'objet lui-même. Donc toute la différence, en fait, va être là. Un langage comme C++ va vous permettre de modifier les choses vous-même, de les gérer comme vous le voulez, alors que Python a fait un choix une fois pour toutes de dire que les variables simples ne seraient copiées, alors que les variables mutables ne seraient pas copiées. Donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe derrière, les mécanismes qui sont derrière, et on va voir dans une prochaine vidéo comment justement la mémoire peut nous permettre de gagner du temps, c'est-à-dire de gagner du temps d'exécution en sacrifiant un petit peu d'espace mémoire, mais en comprenant un petit peu ce qui se passe derrière.
Et on va analyser pourquoi est-ce que les tableaux posent des problèmes de performance, notamment quand ils changent énormément de structure. À bientôt!